maintenant. Bonsoir à tous, Frédéric Bessé, maire de Saint-Leu. Je suis avec Stéphane Hautecoeur, maire adjoint à la circulation, qui est à côté de moi, avec un petit panoramique de la technique. On va voir Stéphane. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce Facebook Live. Alors on est réunis parce que il est important de faire le point sur les derniers travaux majeurs qui ont impacté notre commune, puisque c'est ceux du CD 92. On va en profiter parce qu'on a un peu de temps et je pense que c'est un sujet qui vous importe et qui vous a concerné, pour vous rappeler pourquoi il y a eu ces travaux, comment on les avait préparés, comment on a essayé de limiter les impacts dont on savait qu'ils pourraient être importants, et pourquoi quand même on peut considérer que la nuit de mercredi à jeudi aurait pu mieux se passer. Donc on va se dire les choses. Néanmoins, on a quand même, je le maintiens, limité beaucoup les impacts depuis la semaine dernière. On va vous redire tout ça et puis on fera quelques dessins derrière nous si c'est nécessaire. On a déjà un certain nombre de questions depuis le communiqué d'hier matin. Ce qu'on fera dans un deuxième temps, c'est aussi parler du courrier que j'ai adressé récemment à Monsieur le préfet de l'Oise, ou j'aurais dû dire d'abord Madame la présidente du conseil départemental de l'Oise et Monsieur le président de SNCF Réseau qui gère les infrastructures ferroviaires, et j'ai souhaité faire un courrier à tous les trois en même temps pour montrer à quel point on est maintenant sur des sujets très lourds et qui sont très liés les uns aux autres sur la circulation et la sécurité routière et ferroviaire. On va vous rendre compte de ce courrier. Et puis, dans un troisième temps, et tout ça peut durer donc 1 heure si vous le voulez bien, on pourra quand même réévoquer un sujet hors circulation qui est les prochaines manifestations festives qui auront lieu à partir de fin août, mais qui auront lieu avec un maximum de précautions sanitaires, vous pouvez l'imaginer. Voilà, donc on va revenir sur ces trois sujets. Alors, j'ouvre simplement, et je vais passer très vite la parole à Stéphane sur le chantier lui-même, mais je rappelle que ce chantier était un chantier de grosse rénovation de l'enrobé. Et il faut donc distinguer ça de certaines interventions qu'on a connues d'ailleurs depuis quelques années, qui sont des interventions qu'on appelle de maintenance. Là, c'est une grosse rénovation. C'est comme quand on change toute la voie ferrée, comme l'année dernière, nous avons pu le voir. Là, c'est quelque chose qui ne se fait que tous les 20 ans, 25 ans. Donc, on peut tout de suite se dire qu'il aurait été bien qu'on puisse communiquer depuis plus longtemps sur cette grosse opération de rénovation. J'en suis bien d'accord, mais c'est bien là où il faut qu'on puisse rappeler que le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de cet ouvrage, c'est-à-dire le propriétaire de la route qui est sur notre territoire, c'est bien le conseil départemental, et que c'est à lui effectivement d'entreprendre cette grande rénovation. Donc une fois qu'on a su en février que ce sujet allait être sur la table, on l'a d'abord repoussé un peu puisqu'il devait avoir lieu en avril. Alors on ne savait pas à l'époque qu'avril serait plus calme, mais on considérait qu'il fallait quand même se donner un peu plus de temps pour préparer les choses. Donc finalement ça a été repoussé en juillet, à un moment où il y a quand même moins de circulation, même s'il y a eu encore bien sûr des inconvénients. Voilà pour moi. Est-ce que Stéphane peut éventuellement rappeler avec ou avec des mots ou avec quelques dessins, le périmètre du chantier et puis les précautions qui étaient prises? Oui, je pense que ça sera plus parlant donc vous avez la carte qui est juste derrière nous. Donc en fait, les chantiers ont concerné donc exactement la gendarmerie, donc juste à l'entrée de ville, ce qu'on va appeler l'entrée de ville ouest. Et je parle de la gendarmerie parce qu'elle a vraiment commencé par là, jusqu'à l'ensemble de la RD 92, qui vient jusqu'à l'entreprise Vulco, donc juste avant Vulco. Et donc c'est toute cette partie d'ouest en est qui a été refaite. Alors elle a été refaite en plusieurs phasages, comme vous avez pu voir. On a essayé de communiquer au mieux par rapport aux éléments qui nous étaient apportés, c'est-à-dire une première semaine où le grattage devait avoir lieu sur l'ensemble de la RD 92. Il y a eu un élément important, c'est qu'un chantier du département n'a pas pu se faire la première semaine. Donc tous les engins libres ont été mis à la disposition de Saint-Leu pour l'entreprise Eurovia. C'est pourquoi les travaux de grattage ont pu se faire dans la nuit du lundi au mardi.
Donc toute cette partie a pu être grattée, sauf le rond-point du pilori, que vous connaissez tous. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une problématique du rond-point, il fallait renforcer la structure et surtout ne pas retrouver ce qu'il y avait ces derniers temps, un petit affaissement. Donc du lundi au mardi, la première partie jusqu'au rond-point a pu être faite et du rond-point jusqu'à l'entreprise Vulco a pu être faite. Voilà pour les premiers éléments. Durant tout ce chantier, et c'est vrai, donc la circulation était à 30 km/h. Pourquoi? Parce que vous avez tous les éléments de voirie qui ont été grattés la journée. Toute la journée, les ouvriers d'Eurovia ont continué leur chantier. C'est-à-dire que toutes les plaques d'égout qui étaient en plein milieu de la route ont pu être grattées et après marquées d'un point orange plus un plot qui montrait qu'il y avait un risque. C'est pour ça que la circulation était à 30 km/h sur tout le long de cet axe. Et puis, on arrive à cette semaine, donc début de semaine, avec les premiers enrobés et surtout les premiers moments où les éléments de voirie, justement, étaient consolidés. C'est-à-dire que, avant de mettre le tapis, il faut sceller ces éléments de voirie pour que lorsqu'on puisse mettre le tapis, ça ne bouge pas. Ainsi que le grattage, donc lundi soir, la nuit de lundi à mardi, le grattage du rond-point du pilori. Vous avez pu voir sur les réseaux sociaux quelques photos des luporiciens, justement, sur le grattage. Ensuite, les autres nuits, donc la nuit de mardi, mercredi et jeudi, c'était par phasage la dépose de l'enrobé avec deux sortes d'enrobés, un premier enrobé donc de structure et un deuxième enrobé, ce qu'on appelle un enrobé phonique. Donc vous avez pu certainement le voir pour ceux qui ont pu rouler depuis ce matin, puisque les travaux sont officiellement finis depuis ce matin au sujet de l'enrobé du tapis. On parlera de marquage bien sûr après. Vous avez pu remarquer que le bruit de la voiture ou le bruit quand une voiture passe à côté de vous est vraiment adouci. C'est un nouveau procédé justement phonique pour que ça fasse un petit peu moins de bruit sur l'ensemble de cet axe qui vient d'être fait. On vient sur les nuits. Il est vrai que vous avez pu constater que ça a engendré quelques problèmes de circulation là, surtout cette semaine. Pourquoi? Puisque en fait, l'entreprise Eurovia doit faire aussi avec les éléments et malheureusement n'a pas pu libérer la nuit de mercredi à jeudi, donc la nuit où Monsieur le maire et moi-même étions présents de 20h30 à minuit sur les lieux, ainsi que la directrice du chantier du conseil départemental qui était aussi présente, justement pour remédier à ce problème, puisqu'on s'est retrouvé avec ces trois carrefours qui étaient pris en même temps. Et avec ces trois carrefours, bien sûr, qui sont pris en même temps, il était très difficile de couper la départementale, ce que vous avez pu voir. Donc voilà pourquoi c'était très compliqué. Donc vous avez dû voir aussi que dès jeudi soir, donc la nuit qui vient de passer, on avait mis les points, si on peut se permettre un petit peu sur les lits avec l'entreprise, pour qu'on puisse passer, même s'ils avaient encore quelques enrobés à refaire, et vous avez pu faire des transversales, au moins dans le sens rue de Verdun, rue San Pastou, ou vice-versa, au moins la rue du Pilori et la rue du Peuple qui remontaient pour aller vers le haut de Boissy, et puis aussi cette traversée de Pasteur pour remonter Sauveterre et le Haut-de-Saint. Donc voilà pour les travaux. On a essayé de suivre au plus près pour que ça amène moins de nuisances possible. La problématique, c'est que les accès, donc surtout ouest-est, n'étaient pas spécialement respectés. Et là, je ne vais pas parler des luporiciens, mais je vais surtout parler par des gens qui traversent notre commune. Beaucoup trop de gens traversent notre commune, même des poids lourds, malgré l'interdiction de passage des poids lourds durant les travaux. Et si je profite de parler des poids lourds, je reviens aussi sur notre demande que nous avions faite au monsieur le préfet ainsi qu'à madame la présidente du conseil départemental, d'interdire aussi les poids lourds tout au long du chantier, c'est-à-dire du premier jour, du premier lundi jusqu'à ce matin, ce qui aurait permis de fluidifier un peu plus notre commune et surtout de sécuriser aussi les ouvriers qui travaillaient au quotidien sur cet axe. Donc voilà pour les travaux. On a essayé d'être présent, donc je disais avec monsieur le maire, la nuit de mercredi à jeudi. On a essayé d'orienter au mieux les personnes qui voulaient se rendre d'un point A à un point B avec les déviations. Vous avez pu voir sur le flyer, je vais reprendre le flyer qu'on avait diffusé avec au mieux les routes secondaires à prendre pour que vous puissiez aller du nord au sud ou de l'est à l'ouest. Voilà un petit peu pour toutes ces choses.
Apparemment, il faut que je remonte le plan, c'est beaucoup mieux comme ça, et donc vous voyez mieux le plan. Et donc, on est à votre écoute maintenant. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. Donc, Frédéric, je te laisse la main. Si tu veux. Je te propose de regarder les questions. Moi, je vais juste amener un petit complément sur la soirée de mercredi soir. Parce que quand on regarde le plan comme ça, on peut se dire assez facilement, mais on aurait pu faire autrement. Et notamment, pallier effectivement cette interdiction ici, ici et ici, avec, je vais prendre le vert s'il te plaît, merci, avec deux déviations qui nous auraient permis d'avoir un double sens ici et un double sens ici. Alors, j'insiste, effectivement c'est très séduisant sur le papier, mais c'est ce qu'on peut se dire, c'est le genre de choses qu'on peut se dire après, alors que pendant, et donc comme Stéphane a dit, on était en train en fait de faire la circulation exactement ici et de faire tourner les véhicules de 21h30 à 23h30. Ce qu'on ne sait pas avant, c'est qu'il y a effectivement, c'est qu'il y aurait un tel trafic de passage, puisque vraiment on a eu le temps de remonter les files d'attente, de demander aux gens où ils allaient, et on a plein de gens qui utilisent normalement cette départementale, même le soir, pour aller dans la région parisienne ou vers Cergy, etc. Comme Stéphane l'a dit, à partir du moment où les entrées ont été forcées, on se retrouve avec plus de véhicules qu'on aurait dû l'avoir. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas pris ce parti de faire deux contournements à double sens exceptionnel, puisque la rue du Clover n'est pas à double sens et la rue Christine non plus. L'autre raison pour laquelle on n'avait pas choisi ces contournements, c'est que on devait effectivement, tout en ayant affiché une impossibilité totale de passer, on devait chaque soir pouvoir traverser au moins sur l'un des trois passages traversants. Et mercredi soir, pour des raisons techniques, ça n'a pas été possible, ce qui a été donc une situation effectivement non pas imprévisible, mais en tout cas urgente à gérer. Parce que si on avait dû aménager la rue Christine à double sens, ça veut dire qu'il aurait fallu, pour être sérieux, demander aux riverains plusieurs jours avant de ne pas mettre leur véhicule. Et ça veut dire qu'il aurait fallu mettre un feu de chantier, ça c'est pas impossible techniquement et financièrement, et vérifier l'application quand même du trafic alterné, puisque le double sens avec quand même des croisements de poids lourds aurait été quand même très compliqué. Pareil pour la rue du Clover, elle est un peu plus large, il n'y a pas forcément beaucoup de véhicules de riverains, mais il aurait fallu quand même l'aménager, peut-être enlever les plots qui sont déjà largement enlevés par les chocs. Donc, encore une fois, on y avait pensé, mais on ne pensait pas avoir un tel flux traversant à gérer. L'autre petite surprise, et là il faut qu'on se dise les choses en tant qu'habitant, c'est qu'effectivement, et je sais que ça a fait débat même sur Facebook, entre les habitants, on aurait pu penser qu'effectivement les seuls besoins de passer étaient les besoins des personnes qui reviennent de leur activité professionnelle après 20h, et ça peut tout à fait arriver, c'est bien légitime. Très sincèrement, on a eu des cas aussi où des personnes revenaient chercher un proche, allaient visiter un proche et étaient dans des déplacements qui sincèrement auraient pu être repoussés, ou étaient dans des situations où, et j'assume également ce que je dis, où les voitures, les véhicules auraient pu rester sur la place de la République ou dans les rues environnantes, et les personnes pouvaient terminer à pied pour une fois en quelques années. Je pense que sincèrement, et vous savez qu'on n'a pas de langue de bois, je pense que c'était jouable. Moyennant, par contre, la situation réelle fait qu'on a dû envoyer beaucoup de monde sur Cramoisy, Mélo, Cire-les-Mélo, et après on peut redescendre sur Précy pour retrouver Boran quand les gens allaient dans le Val d'Oise. Mais aussi, il nous est arrivé d'envoyer des habitants sur cette même boucle de 20 km pour revenir à quelques centaines de mètres du passage. Donc je peux comprendre l'agacement,
je peux comprendre le sentiment qu'on aurait pu faire autrement. On a très clairement réfléchi à ces deux passages-là. On verra si le même cas se représente, si on peut le gérer, mais je pense avoir dit effectivement pourquoi ça n'aurait pas été si évident et pourquoi ça ne nous semblait pas nécessaire, parce qu'encore une fois, ces trois passages traversants ne devaient pas être fermés tous en même temps, même si on avait plutôt préparé tout le monde à ce qu'il le soit, parce qu'il vaut mieux effectivement être très dissuasif et puis relever un petit peu la pression que le contraire. Voilà un peu les compléments à l'état des lieux de cette semaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on se parle? Les questions d'hier portaient sur les feux clignotants, mais ça c'est plutôt terminé. Peut-être que tu peux en reparler. Alors effectivement, il y avait des personnes qui s'interrogeaient sur la mise en fonction des feux clignotants depuis le premier jour des travaux. Pourquoi cette mise en clignotant? Déjà pour les travaux en tant que tels, mais aussi vu que le département avait aussi refusé le trafic des camions sur notre commune, ça devenait très compliqué puisque la vitesse, ce que je vous disais, était baissée à 30 km/h avec des éléments de voirie saillants au sol. C'était plus facile d'avoir une circulation avec des véhicules tout au long du temps que d'avoir des files de véhicules justement où ils n'auraient pas pu éviter donc tous ces éléments saillants au sol. Le code de la route faisant foi, les croisements ont très très bien été respectés et on a même vu des gens se laisser passer. Donc on voit que les gens peuvent aussi se faire confiance, se laisser passer et ça n'a causé aucun problème et ça n'a pas apporté non plus d'engorgement sur la commune. Il y a un dernier élément qu'on peut dire, non pas du tout pour notre défense, parce qu'encore une fois, on peut continuer à présenter nos excuses pour les inconvénients, même si je présente également nos encouragements pour le fait de bien se rendre compte de l'intérêt de ces travaux. Et on y reviendra à nouveau prochainement sur l'intérêt en termes de bruit, parce que vraiment c'est quelque chose qui bénéficie de la double couche qui a été mise. Je reviens simplement sur un aspect, c'est qu'au bout d'un moment, dans des aléas de chantier, comme on dit, et il y en a toujours, il est normal que tout le monde, dans la discussion, choisisse entre la durée totale du chantier et les inconvénients à un moment donné. Et en fait, si on est capable de se dire maintenant, et Stéphane peut peut-être préciser ça, que le chantier est quand même plutôt terminé, alors qu'on est vendredi soir, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il devait encore durer une nuit de plus. Donc la semaine dernière, il y aurait eu finalement une seule soirée de grattage alors qu'il devait y en avoir plusieurs. Cette semaine, il y a eu plusieurs soirées d'inconvénients, dont une grosse soirée, parce qu'encore une fois, lundi soir et mercredi soir, on pouvait traverser. Mardi soir, on ne pouvait pas du tout. Et finalement, ça se résout à un vrai problème d'une soirée, et qu'il faut panier. Mais par contre, voilà, la durée totale du chantier aura finalement été moindre que ce qu'on pouvait craindre. Alors on a quelques questions, je vais répondre à monsieur Persilio qui a une question et aussi qui reconnaît que le revêtement phonique est très appréciable puisqu'il habite rue Henri Barbuse. Donc il a le son montant et il est le premier à voir que c'est intéressant de l'avoir. Et c'est vrai qu'il y a eu le mardi matin, le chantier a dû être, le chantier a dû être rendu qu'à 6h30. L'entreprise Eurovia a eu un souci avec une de ses machines et la machine est restée en panne et c'est vrai que la route a été rendue qu'à 6h30. Donc ils n'ont pas pour habitude de donner des papiers pour les retards de travaux, d'ouverture. Par contre, nous aurons un état des lieux justement des travaux qui ont été réalisés. Donc si besoin, et si l'employeur, si je ne m'abuse, qui était de votre beau-fils a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir directement vers nous et on fera le nécessaire. Il y a aussi un message pour remercier les agents de la police municipale qui ont veillé au plus présent sur les travaux, aussi bien les soirées que la journée, en essayant de faire respecter. Donc merci à vous d'avoir remarqué ce travail. Encore une fois, on a essayé vraiment d'être présent au quotidien. On avait des contacts avec les responsables d'Eurovia et aussi bien les responsables du conseil départemental.
On a travaillé avec eux sur le phasage. Malheureusement, la nuit de mercredi n'a pas fonctionné. Donc, on a pu s'expliquer avec les responsables sur place cette même nuit, ce qui a permis d'avoir une meilleure fluidité du trafic donc la nuit de jeudi à vendredi. Et je vous parlais tout à l'heure qu'il manquait maintenant le traçage au sol. Donc, il se fera en 2 temps. Il y aura un premier traçage avec les éléments de sécurité, tout ce qui va être passage piéton, puisque vous avez pu voir qu'il n'y a aucun passage piéton encore mis. Donc l'arrêté a été signé ce matin par moi-même. Il devrait intervenir à partir de lundi. Par contre, ils n'ont pas de délai de fin, mais dès lundi, ça devrait commencer les premiers traçages. Si on parle des travaux, vous allez remarquer qu'il va y avoir des travaux aussi rue de la Libération, mais uniquement sur les trottoirs. Il y a l'entreprise qui va travailler pour Suez, parce qu'il va y avoir un petit problème de canalisation, mais bien sûr, ils ne vont pas toucher à cette belle route que nous venons d'avoir. Et pour en finir sur les travaux sur la D92, comme évoqué dans le petit info travaux que vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres, nous avons été choisis, suite à une demande d'une dizaine d'années, pour l'implantation d'un radar. Donc un radar tourelle va bientôt apparaître dans le paysage, et après différents échanges et travail sur place, nous avons décidé de mettre ce radar au niveau de l'école primaire. Donc vous avez vu déjà certainement un marquage au sol devant l'entrée des instituteurs et institutrices. Et bien, ce radar, la semaine 34, donc à partir du 17 août, un radar va être posé à cet endroit-là. Donc le radar tourelle, pour mémoire, c'est le radar nouvelle génération qui vérifie que la circulation se passe au mieux, donc c'est-à-dire 50 km/h pour la meilleure sécurité de nos enfants et des personnes âgées aussi qui passent beaucoup à cet endroit. Voilà pour les travaux au niveau de la départementale. Je continue à lire, il y a quelques autres interrogations. Je vais compléter sur le marquage, puisqu'en fait, Stéphane l'a bien dit, il y a une première opération qui est prise en charge par le Conseil général dans le cadre du chantier prévu. Et puis il y a eu un autre débat sur un autre type de marquage qui est ce qu'on appelle le marquage axial, c'est-à-dire la ligne qui est au milieu de la rue. Dans le chantier de ce type du conseil départemental, ce marquage n'est pas prévu. Le conseil général départemental considère qu'aujourd'hui, c'est pas forcément mieux pour la sécurité de cantonner les personnes dans leur côté. Ça peut leur donner une fausse impression de sécurité et qu'ils accélèrent. Nous, on considère au contraire qu'il faut ce marquage, et il est prévu dans les procédures du conseil départemental que la commune insiste, la commune concernée insiste et fasse un courrier à la présidente du conseil départemental, ce que je fais, de manière à ce qu'on ait également en août ou septembre ce marquage axial qui fera donc bien partie du chantier. Voilà. Alors comme il se passe beaucoup de choses, effectivement, il faut aussi qu'on se dise que sur le CD 92, après Lidl, et entre le Lidl et le hameau du Petit Terrain qui est bien dans notre commune, il y a aussi une réflexion qu'on mène avec l'agglomération de Creil sur des voies douces d'urgence, puisque vous savez qu'on a appelé ça des coronapistes, des pistes cyclables supplémentaires dans le cadre de la situation après le coronavirus, avec des personnes qui pourraient choisir d'aller davantage travailler en vélo. Donc ce segment est un segment pas facile pour des pistes cyclables. Il y en a une, mais qui n'est pas du tout protégée, qui est parfois très peu respectée par des gens très peu scrupuleux en véhicule. Donc on réfléchit sur un aménagement provisoire puis définitif sur ce segment. Donc voilà, je ne sais pas si tu pensais à autre chose sur les travaux du CD 92. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut passer à la deuxième partie qui est la réflexion plus globale sur la sécurité à Saint-Leu.
Il y a deux, trois petites interrogations. Il y a une personne qui parle bien entendu de notre rue, donc on ne va pas ce soir faire toutes les rues parce qu'on est bien conscient qu'il y a d'autres rues qui ont besoin de revêtement. Là, c'était vraiment des rues qui ont été faites par le conseil départemental, ce qu'on a dit en préambule. Et donc, on réfléchit. Donc, si on parle juste, puisque là, il y a une question, et on ne répondra qu'à celle-ci pour le moment, mais vous pouvez revenir vers nous en dehors du Facebook Live et on peut bien sûr vous recevoir et vous tout expliquer. La rue qui est donc parallèle, la rue qui passe devant l'hôtel de l'Oise, l'usine Nordstream, ensuite l'Aquatruite et qui va jusqu'à l'EDF. C'est vrai qu'elle est compliquée, c'est vrai qu'il y a des trous, c'est vrai qu'il y a des camions, mais il y a aussi un pont et les gens ne le savent pas. Cette route, elle passe sur un petit pont et la problématique, c'est la fragilité de cette structure et on réfléchit avec les personnes du conseil départemental aussi qui peuvent nous accompagner puisque ce sont aussi des professionnels sur comment au mieux le réaliser. Donc voilà, et puis donc pour la vitesse, donc pour le radar, au vu d'une dizaine d'années pour en avoir un, il y a une question pour en avoir peut-être un deuxième, vu que maintenant le revêtement est propre et c'est un circuit et les gens vont de plus en plus vite. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, mais on fera bien sûr des contrôles, la gendarmerie aussi, et comme disait Monsieur le maire, avec un marquage refait, je pense que des autres éléments de sécurité, ça peut aussi apporter un plus, et pensons à nos enfants et soyons prudents. Bien dit, Stéphane, merci pour cette partie. Et s'il n'y a pas d'autres questions, mais on peut toujours y revenir, hein, vous savez que c'est quand même assez flexible ce live, je vous propose de passer sur la deuxième partie qui est une réflexion plus globale qui évidemment a monté depuis 2 ans, en tout cas que j'ai l'honneur d'animer cette équipe municipale, mais qui évidemment n'a jamais totalement... n'a jamais disparu des réflexions des uns et des autres. Je pense qu'on va accentuer la réflexion globale sur la sécurisation routière et ferroviaire de Saint-Leu. C'est pour ça que je vous parlais d'un courrier qui vient de partir, adressé à la fois au préfet, à la présidente du conseil départemental et au président de SNCF Réseau. Alors je voudrais vous résumer ce courrier, je ne vais pas vous le lire intégralement, il sera disponible bien entendu. Il sera disponible sur nos supports, ce qui n'est pas le cas de tous mes courriers, mais je pense que là c'est important. Ce que j'explique, c'est que nous avons la particularité d'être au croisement de 2 départementales à fort trafic. La route départementale 92 avec 15 000 véhicules jour et la route départementale donc, qui fait est-ouest et la route départementale 44 qui passe sur le pont et qui fait 12 000 véhicules jour. Je précise d'ailleurs que 12 000 véhicules jour, c'est les chiffres d'aujourd'hui. Il y a 10 ans, les chiffres étaient de 8 000. Donc vous voyez qu'en toute transparence, on est sur une très importante progression qui peut être vécue comme inquiétante. Le deuxième caractère inquiétant, c'est la proportion de poids lourds qui est de 8% est-ouest ou ouest-est et de 6% nord-sud. Ça renvoie évidemment au serpent de mer qui est la déviation nord sur le plateau agricole de la commune. Donc je rappelle, parce qu'il y a eu parfois quelques tentatives de polémique, mais je pense que le sujet est malheureusement trop important pour qu'on joue à la polémique. Le sujet date d'il y a 30 ans, il y a eu des réflexions au nord, puis au sud de la commune. En 2008, il y avait un tracé qui commençait à sortir, qui serait passé au-dessus de la base de loisirs et qui aurait retrouvé le CD 92 au magasin Carrefour de Villers. Ensuite, en 2010-2013, il y a eu une étude beaucoup plus poussée du conseil départemental à nouveau au nord, avec un tracé qui aurait commencé, qui pourrait commencer à peu près un petit peu après ou avant, quand on vient d'ici, avant le magasin Point P, qui monterait sur le plateau et qui ferait tout le tour du plateau agricole de Saint-Leu, Villers, et qui redescendrait des hauteurs entre Précy-sur-Oise et Blaincourt et qui continuerait après jusqu'à Boran. C'est un projet très important au niveau financier puisqu'à l'époque ça avait été chiffré à 110 millions d'euros, ce qui est quand même évidemment très important. Je redis malheureusement que le conseil départemental n'a pas souhaité imposer ce tracé aux communes proches de nous. Nous étions évidemment plutôt pour, mais pour cette déviation qui parfois à tort a été présentée comme la déviation de Saint-Leu, alors qu'en fait c'est plutôt un aménagement important sur l'ensemble du bassin
du sud de l'Oise, eh bien, il fallait jusque-là l'accord complet de toutes les communes concernées. Nous n'avons pas pu obtenir cet accord à l'époque et le projet a été un petit peu mis en sommeil. La question maintenant, et c'est le premier objectif de ce courrier, c'est que nous souhaitons fermement qu'il soit ressorti et que le conseil départemental puisse relancer une procédure de consultation. La deuxième approche de ce courrier, c'est de poser la question de la limitation du tonnage sur le pont de Saint-Leu, qui actuellement, c'est actuellement une question qui ne se pose pas pour des raisons de solidité du pont. Je veux ici rassurer. Vous souvenez-vous, il y a eu un accident sur un pont à côté de Toulouse il y a 2 ans, mais on n'est pas du tout dans le même cas. Le pont de Saint-Leu-d'Estran est vérifié tous les 3 ans par le conseil départemental, il ne pose aucune inquiétude. La question du tonnage, elle se pose pour nous, et bien sûr Stéphane peut compléter à tout moment, plutôt pour le passage du pont lui-même, c'est-à-dire la largeur des camions qui doivent se croiser, puisque le pont n'est pas très large, et ce tonnage a aussi un impact sur les problèmes du passage à niveau. Et d'ailleurs, je pense que pour le coup, je vais te laisser décrire à nouveau le problème actuel du passage à niveau, y compris au niveau des hauteurs. Je t'en prie. Donc effectivement, pour en revenir à l'axe sud-nord de notre commune, la problématique est le pont qui ensuite passe dans une rue commerçante, passe dans le centre de la ville, mais juste avant, elle doit couper cette ligne de chemin de fer donc qui fait Creil-Pontoise. Et la problématique de cette ligne, c'est que la caténaire, c'est le câble d'alimentation électrique qui a une alimentation de 25 000 volts pour faire circuler les trains, est beaucoup plus bas que les autres endroits, que le PN par exemple 39 qui est à côté de Vulpeau. Les caténaires normalement sont à 5 mètres de haut. La problématique sur Saint-Leu, avec les problèmes des voies, il est à 4 mètres 20. 40. 4 mètres 40, c'est pour ça que l'interdiction est de 4 mètres 20, c'est là où je voulais en arriver, c'est que l'interdiction, vous avez pu voir sur le panneau, est de 4 mètres 20, et malheureusement, ça fait la 7e fois qu'un camion emprunte ce passage avec une hauteur de plus de 4 mètres 20 et arrache le gabarit. Le gabarit, c'est le câble avec une ancienne barrière justement pour protéger la caténaire, pour prévenir, et normalement on ne devrait pas être forcé pour ne pas arracher une caténaire de 25 000 volts, parce qu'au-delà de l'impossibilité des trains de circuler, imaginez 25 000 volts par terre si quelqu'un s'en approchait. Donc là, c'est une vraie problématique. On a échangé avec des responsables des caténaires quand ils viennent sur place, puisque au bout de 7 fois, on va presque dire que c'est des amis, on commence à bien se connaître, mais c'est vrai que ça devient très embêtant, puisque cette problématique de hauteur est importante. Maintenant, la solution, on va interroger donc dans ce courrier le président de SNCF Réseau pour savoir qu'est-ce qui peut être possible de faire. Est-ce que de renforcer le gabarit peut être une solution? Est-ce qu'il faut remonter la caténaire à 5 mètres comme dans la plupart des endroits de France? Est-ce qu'il faut interdire la circulation des camions dû à la hauteur et dû à la largeur? Et j'en profite pour aussi parler du pont, puisque tout à l'heure, malheureusement, si vous avez peut-être été concerné par un gros ralentissement, puisqu'un véhicule a eu un petit accrochage à l'entrée du pont, mais surtout est tombé en panne avec les clés à l'intérieur, ce qui n'a pas permis justement de bouger le véhicule rapidement. Il a fallu attendre la dépanneuse. C'est pour ça que ça a engorgé bien sûr aux alentours de 16 heures encore cet axe. Donc voilà, c'est toutes ces choses que nous faisons attention justement. Et j'en profite pour répondre à une question aussi sur cette même route, puisque j'ai parlé du sud-nord. Il y avait une question sur la rue de l'Ardillère. Donc effectivement, on travaille avec le conseil départemental sur cette rue. On en a parlé dans le programme avant les élections. On en a parlé avec vous. On continue à travailler. Maintenant, cette rue va être refaite avec les problématiques du conseil départemental. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui va être refait. Et avant de te rendre la parole, Frédéric, comme ça je n'oublie pas les questions au fur et à mesure, il y a une personne qui parlait du parking derrière la place de la République.
En début du mois de juin, nous avons fait un conseil municipal où nous avons invité des personnes de Oise Habitat, la directrice de Oise Habitat, où nous avons parlé justement sur toutes les réflexions du parking central de la place de la République, mais aussi de tous les arrières de cette place et comment on pourrait les aménager avec toutes les problématiques de stationnement, de trous, de sortie d'enseignes, avec la banque aussi et les fourgons blindés. Voilà, toutes ces choses sont bien prises en compte. Maintenant, n'hésitez pas à revoir le conseil municipal qui est en ligne sur le site ou sur Facebook. La directrice de Oise Habitat a bien échangé sur le sujet. Donc effectivement, d'une part la rue d'Arbillière, d'autre part l'aménagement autour de la place de la République font partie des deux gros projets du prochain mandat. Quand j'évoque l'ensemble de la discussion à avoir avec nos partenaires, c'est que finalement, c'est même plus un projet communal, c'est un projet qui est d'abord un projet d'aménagement et de sécurisation sud de l'Oise. Hein, on a bien vu l'année dernière au moment de la grosse opération de réparation des voies que c'était l'ensemble du sud de l'Oise qui était engorgé quand on ferme plusieurs passages à niveau en même temps. Hein. Cette semaine, on a dû fermer plusieurs passages traversants dans Saint-Leu en même temps, et l'année dernière, on a dû gérer la fermeture de plusieurs passages à niveau en même temps, ce qui n'est jamais une bonne chose. En tout cas, ce projet qui n'est pas que communal, qui est de fluidifier ou de rééquilibrer les flux routiers dans le sud de l'Oise, nous en faisons une priorité des prochains mois et des prochaines années, au même titre que d'autres projets communaux. Donc, je voulais vous le confirmer au cas où ce ne serait pas clair, mais je pense qu'a priori, nous sommes plutôt sérieux dans ce que nous disons. Ce qui veut dire que l'exemple que prenait Stéphane de l'accident cet après-midi, un accident sur le pont, on sait que c'est tout de suite une remontée de fil sur Saint-Maximin d'1,4 km, une remontée de fil côté Saint-Leu, y compris avec un problème potentiel sur la voie ferrée. Et donc, quand on regarde finalement, quand on fait l'analyse des risques de cette commune, oui, il y a une usine Civeso d'un côté, oui, il y a la rivière Oise qui peut déborder, mais finalement, c'est le risque routier dans toutes ses dimensions et ferroviaire qui est le principal risque de cette commune. Donc on en est parfaitement conscient et on veut avancer. C'est pour ça que le courrier, on n'a pas fini de l'analyser ensemble, il rappelle également que nous sommes en discussion actuellement avec SNCF Réseau pour un radar de franchissement intempestif de la voie ferrée après le déclenchement de la sonnette, ou de la sonnerie, pardon. Donc nous souhaitons ce radar. Si ce radar est obtenu, ça fera donc en date le 3e radar sur la ville. J'ai aussi noté qu'une personne en demande un autre plutôt à l'entrée est. Alors voilà, la ville des radars, s'il faut en arriver là, en plus de tous nos efforts de prévention, de discussion, on le fera, il n'y a pas de sujet. Par contre, il faut que chacun prenne bien conscience que nous devons en arriver là parce que le trafic traversant est véritablement très, très important. Ce courrier donc amène pour tous ces sujets, déviation, franchissement de la voie ferrée, capacité d'accueil du pont, amène forcément à demander fermement mais respectueusement aux institutions qui sont ciblées de se réunir tout ensemble avec nous autour de la même table parce qu'on voit bien que tout est lié. L'État, le conseil départemental, SNCF Réseau doivent nous aider à ne pas être une ville trop engorgée par ces types de flux. Voilà ce que je voulais vraiment vous redire. Et on n'a rien oublié sur ce deuxième... Non, le petit rectificatif, le conseil municipal n'était pas début juin, mais fin juin. Donc si vous recherchez dans les archives du site internet ou de la page Facebook, c'est plutôt fin juin, le conseil municipal où l'Oise Habitat a répondu aux questions aussi bien des élus ou des personnes présentes en salle ou des personnes qui ont posé des questions via toujours notre page Facebook.
Alors, il y a des idées intéressantes, hein. Une personne qui nous dit qu'il faut mettre une barrière de contrôle de hauteur avant le pont, donc j'imagine que vous voulez dire avant Saint-Maximin, enfin toujours sur Saint-Maximin. Pourquoi pas? On peut regarder si techniquement, juridiquement c'est possible. Le courrier que j'ai adressé par exemple aux 3 institutions dont j'ai parlé, je l'ai envoyé bien sûr à mes collègues de Saint-Maximin et de Gouvieux, puisque finalement le pont, comme vous ne le savez peut-être pas, le pont de Saint-Leu est à 50% sur Saint-Leu, à 25% sur Saint-Maximin et à 25% sur Gouvieux. Donc on voit aussi que les 3 territoires sont concernés, même si nous sommes évidemment les plus concernés et de loin en fait. Donc pourquoi pas sur ce sujet. Je reviens bien sur un sujet qui est en dehors de ce gros magma ferroviaire et routier. Je confirme, hein, il y a une question sur la rue d'Ardillères. Il y a un projet d'ensemble, Stéphane l'a dit, sur la rue d'Ardillères. Là aussi à négocier avec le Conseil général, puisque nos travaux se font sur une route départementale, nos travaux de sécurisation. Et évidemment, on en profiterait pour refaire également l'enrobé et les réseaux au-delà de l'outil de ralentissement. Donc ce sera un gros morceau, tout comme la place de la République. On ne va pas s'ennuyer dans les prochaines années de toute façon, et il y aura peut-être malheureusement d'autres occasions d'avoir des travaux gênants, mais je pense que ce sera pour la bonne cause. Je voudrais donc maintenant vous dire, et on peut revenir à la circulation, que j'ai entre les mains en avant-première un document que vous allez recevoir dans les prochaines semaines, qui est le programme des manifestations d'ici à la fin de l'année. C'est un document tout à fait bien fait et j'en félicite à la fois le service communication ici présent, le service culture et événementiel et les élus qui ont supervisé tout ça. Et en fait, il vous présente dans un ordre chronologique l'ensemble des manifestations, et il y en a beaucoup, que nous relançons jusqu'à la fin de l'année civile. Quand je dis bien relançons, c'est que vous le savez bien, nous avons fait un choix drastique de ne rien laisser en termes d'organisation depuis le mois de mars. À part quelques commémorations virtuelles, c'est-à-dire retransmises sur Facebook Live, nous avons fait le choix effectivement, par exemple, d'annuler le feu d'artifice, d'annuler la fête foraine. Voilà. Donc, tout ça, c'était la mort dans l'âme. Par contre, la vie reprend, la vie continue. Nous savons pertinemment les discussions en cours sur la vigilance qu'il faut avoir tous pour éviter une deuxième vague, bien entendu. Mais au bout d'un moment, on essaye de planifier un redémarrage. Je pense que nous avons tous besoin quand même de nous retrouver, mais dans les conditions de sécurité sanitaire les meilleures. C'est pour ça que je voudrais vraiment insister, et on y reviendra à l'évidence, sur le fait que dès la prochaine fête, c'est-à-dire la première dans la série importante que nous organisons, c'est-à-dire la fête de la Libération, qui se fait donc le samedi 29 août au complexe Pascal Grousset, nous serons dans une situation que nous avons souhaité plus rigoureuse encore que la réglementation actuelle, mais on voit que la réglementation actuelle est en train d'évoluer et de nous rattraper. On a choisi, au moment du bon à tirer de ce document, on a choisi de partir sur un port du masque sur l'ensemble du complexe, qui est pourtant un lieu ouvert, même s'il est clos au niveau de son périmètre, mais il est bien ouvert puisque ce n'est pas une salle. Nous pensons qu'effectivement, si nous sommes sur une fête importante, maîtrisée mais importante, il est beaucoup plus raisonnable d'avoir un masque tous ensemble et de garder nos distances. Donc nous avons organisé vraiment une mise en place du public sur 3 côtés du stade, tout en respectant le périmètre du feu d'artifice, de manière à ce que nous puissions accueillir, dans la réglementation actuelle de 2 mètres carrés par personne, nous pensons pouvoir accueillir 2300 personnes. Nous ne savons pas historiquement si le feu d'artifice attire plus de 2300 personnes, parce que vous le savez, dans les années précédentes, avant que nous basculions vers le complexe Pascal Grousset, nous n'avions pas forcément d'entrée unique, donc de compteur. En tout cas, voilà, nous nous donnons les moyens de dire
au bout de 2300 personnes, nous devrons arrêter les entrées qui seront comptées avec un compteur, des compteurs, pour que chacun soit rassuré sur la capacité de garder nos distances. Et le port du masque, en site ouvert, encore une fois, on commence à penser qu'au niveau national, il va être généralisé. La dernière annonce en date, vous l'avez vu, c'est que le gouvernement propose au préfet de créer cette obligation. Ça date d'aujourd'hui ou d'hier. Et donc c'est au préfet d'analyser les situations locales. On a évoqué déjà cet après-midi pour la ville de Lille cette application. Ça a déjà été fait dans des villes touristiques, dans les rues piétonnes. Voilà. On s'oriente malheureusement sur cette obligation. Tout ça pour éviter une deuxième vague, et je pense que c'est notre intérêt à tous. Voilà, sur ce début de série de manifestations, est-ce que sur la sécurité, notamment de la première phase, tu avais des compléments? Non, je pense qu'on a tout dit et je pense que même en cette période estivale, on va vivre aussi au jour le jour avec les annonces qui peuvent être faites et les résultats du Covid, justement, savoir comment la manifestation peut se dérouler au mieux pour tous. On est à l'écoute des informations, à l'écoute des préfectures, à votre écoute. Et en parlant de votre écoute, je rebondis sur les différents échanges qu'il y a en ce moment même. N'hésitez pas de toute façon, hein, on pouvait nous contacter via notre site, l'onglet Contact, ça va, monsieur le maire et à l'ensemble des élus, ou directement, on a des adresses individuelles selon le sujet. Vous avez nos noms et prénoms sur le site aussi, hein, pour être sûr de l'orthographe, et les adresses mail sont leprénom.lenom @saintledesrent en toutes lettres, SAINTLEUDESRENT.fr, et puis comme ça on pourra vous apporter des réponses pertinentes à chaque fois, que ce soit sécurité, manifestation scolaire ou autre. Merci, monsieur le maire adjoint à la sécurité. On en profite pour se dire qu'effectivement cette fête du 29 août, c'est la fête de la libération. C'est un clin d'œil, vous l'imaginez bien, à la date de la libération de Saint-Leu en 1944, mais aussi un clin d'œil à ce qui doit quand même rester une période un petit peu plus détendue qu'il y a quelques mois, libération par rapport à la situation la pire que nous avions pu constater au niveau du coronavirus. Cette première fête, c'est une bonne combinaison, je trouve, entre la fête de la musique qui n'avait pas pu se tenir et le feu d'artifice, avec un bal qui sera effectivement limité et dans le temps et dans sa dimension, et avec toutes les précautions que j'ai évoquées, mais tout ça est autour du thème de la libération. Il y a une autre date dont j'aimerais vous parler dès maintenant et qui fait l'objet également d'une bonne couverture dans le programme que vous allez recevoir mi-août dans votre boîte aux lettres. C'est la fête de la rivière, c'est une nouveauté, donc première fête de la rivière à Saint-Leu-d'Esrent, et ce n'est pas la dernière. Donc ça, c'est une envie depuis très longtemps, et doublée d'une opportunité récente. L'envie depuis très longtemps, c'est encore une fois de considérer que le point fort, l'un des points forts, et il y en a beaucoup dans cette ville, c'est la longueur des berges. C'est plus de 6 km entre la frontière avec Creil, on va dire, à l'est, en amont, au niveau de l'écluse Saint-Leu-Creil, et puis en aval, frontière avec Villers-sous-Saint-Leu. 6 km, plus de 6 km de berges. Comme vous le savez, nous avons aménagé la partie des berges en aval l'année dernière, l'été dernier, et c'est sur cette partie que nous avions envie depuis longtemps de faire une fête sur les berges, mais avec des activités sur l'eau. Nous avons donc, sans vouloir vous donner tous les détails, puisque vous aurez également sur ce document la synthèse, mais aussi un document plus complet sur la programmation heure par heure. On parle là du dimanche 13 septembre. Il y aura quand même effectivement d'ores et déjà donc des jeux pour enfants sur les berges, des jeux de société, de la musique, des food trucks, de la restauration, des concerts.
Ça, c'est vraiment sur les berges. Et puis, il y aura aussi des démonstrations de bateaux, d'avirons et des interventions de pompiers sauveteurs aquatiques et même de chiens pompiers sauveteurs aquatiques. Voilà. Donc tout ça augure bien et on ne peut qu'espérer que tout ça monte encore en puissance dans les prochaines années. En fait, l'occasion qui nous a amené à décider ainsi, c'est également que cette année, le marché Picard, pour les raisons sanitaires que nous connaissons, n'a pas pu se tenir en juin et on n'a pas pu trouver, avec l'agglomération de Creil-Sud-Oise et toutes les communes qui la composent, d'autres dates en septembre pour faire cette fête, ce marché qui se tient au bord de l'Oise. Donc nous avons souhaité, nous en avions averti assez tôt l'agglomération, prendre ce créneau d'une fête au bord de la rivière, pour l'instant dans une logique totalement communale, mais peut-être qu'un jour il y aura des fêtes communales au bord de l'eau le même jour dans plusieurs communes de l'agglomération et qu'on pourra se rendre en bateau, par exemple, promenade pour la journée considérée d'une commune à l'autre. Voilà, ce sera un plus. Pour l'instant, on est bien sur nos berges avec en gros des animations qui commenceront un petit peu en amont du pont, un peu en face de l'hôtel de l'Oise, et qui iront jusqu'au bateau logement, au péniche logement. Je voudrais d'ailleurs d'ores et déjà remercier les riverains qui ont un certain segment des berges qui leur appartiennent, puisque tout n'est pas communal, et qui jouent le jeu de l'accord qu'ils nous donnent pour que ce jour-là, le dimanche 13 septembre, il y ait toutes ces activités. J'avais d'ailleurs oublié des déplacements sportifs, avec d'ailleurs plusieurs clubs de la ville. Il y aura donc de la marche nordique, il y aura de la course, il y aura vraiment tout un tas de choses. Et c'est là aussi que je vous demande vraiment de rester prudent et également de porter le masque en extérieur. Nous aurons également la brigade équestre de Chantilly qui viendra avec des chevaux, bien sûr, arpenter nos berges. Voilà, donc un grand moment à venir et je vous incite vraiment à vous passer le mot. Voilà pour ces différentes nouvelles. Il y a vraiment un programme des 4 mois très varié avec même d'autres... alors les grands classiques comme la journée du patrimoine qui sera cette année à la fois sur le thème du Moyen-Âge mais aussi sur le thème de 1944 et de l'après-guerre avec un autre bal costumé celui-là et plein d'animations sur les deux époques historiques en question. Et puis il y aura sur les prochains mois bien d'autres manifestations que vous retrouverez dans le document, y compris des manifestations nouvelles pour les plus jeunes d'entre nous. Et c'est toujours important de s'adresser à tous. Voilà pour moi à ce stade. Est-ce que je me tourne vers le service communication qui est derrière la caméra. Y a-t-il des questions auxquelles on n'aurait pas répondu du tout? Il y avait une question de Stéphane qui expliquait voilà, que depuis un certain temps, des véhicules circulant en rue de Boissier ne prennent plus la peine de prendre le petit rond-point et coupent à gauche. La police municipale a été prévenue lors de leur passage à hauteur de ce rond-point. Eh bien, j'ai lu aussi la question. Effectivement, tous ces sujets de citoyenneté routière doivent être traités sans aucune faute. Ça vaut pour ce que vous dites, ça vaut pour le bruit de deux roues très intempestif dans certaines rues le soir, ça vaut pour certains bruits de fête, et ça veut dire que bien entendu, je renvoie toujours sur le fait que nous avons 4 personnes dans la police municipale, que nous avons organisé leur temps de travail pour qu'ils puissent être décalés le samedi de temps en temps et le soir de temps en temps, que nous avons quand même d'excellentes relations avec la brigade de gendarmerie qui est sur notre commune et que s'il y a vraiment une gêne trop forte, il ne faut pas hésiter. Et effectivement, nous vérifierons cet exemple-là comme d'autres. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, Monsieur Lecluse? Non, tout a été traité. Tout a été dit. Bah, écoutez, alors nous sommes quasiment
au bout de l'heure que nous consacrons habituellement à cet échange. Merci encore de vos questions, à la fois celles d'hier que je pense et j'espère on a traité, et celle d'aujourd'hui. Je vérifie une dernière fois que nous avions effectivement abordé tous les sujets, il me semble, vraiment. Si jamais quelqu'un n'a pas le support auquel il a droit dans sa boîte aux lettres, n'hésitez pas à le dire à l'accueil de la mairie. On fera l'enquête, mais normalement sur 2100 boîtes aux lettres, on ne doit pas en manquer beaucoup. Très bonne soirée à vous, très bon week-end, très bonne période de vacances pour ceux qui en prennent. Bon courage pour ceux qui reviennent déjà. Et à très bientôt sur tous ces sujets. Merci.